Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire. J'espère avant tout que tout se passe pour le mieux de votre côté depuis ces nombreuses semaines, que le plan de déconfinement se déroule tout aussi bien pour le retour à la normale. De mon côté, aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau sujet autour d'expérience. Le troisième webinaire. Sachez, pour ceux qui ne les ont pas encore vus, qu'on a fait deux webinaires avant sur le sujet. Donc un premier sur les 5 attentes fondamentales des collaborateurs que je vous conseille fortement d'aller voir, qui donne les grandes bases et des outils vraiment puissants à utiliser sur le sujet. Et un second sur la mise en miroir entre l'expérience manager et l'expérience collaborateur, qui est tout aussi riche, sachant que ces deux webinaires sont déjà plein de bonnes pratiques qui pourraient vous intéresser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous partager mon écran, pour vous partager la présentation. Ne vous inquiétez pas, ça fait un effet particulier. OK. Alors, aujourd'hui, expérience collaborateur, de la théorie aux bonnes pratiques. Ça va être divisé en, on va dire, une petite partie et 3 grandes parties. 45 minutes, ça passe vite, d'autant plus que je suis très bavard, donc je vais faire de mon mieux pour tenir les délais. Si vous avez des questions, il y a le petit chat, n'hésitez pas, il y a Anne qui est dispo pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas également à laisser une note en partant et puis un avis. Donc du coup, c'est parti. La première, c'est que bien évidemment, je vais rapidement vous présenter l'Institut d'études KPAM, très rapidement, que vous sachiez que ce que je vais vous raconter aujourd'hui ne sort pas de notre chapeau, mais bien d'analyses et d'études ultra poussées. Ensuite, je vais vous repartager la définition de l'expérience collaborateur, qui est une bonne définition, on y reviendra, qui est largement partagée aujourd'hui, héritière de la définition de l'expérience client. Comment finalement on a redéfini l'expérience collaborateur de manière plus poussée, mais de manière plus simple, aussi plus visuelle. Donc, on a fait un schéma que je vais vous partager. Et ce schéma, je vais le décortiquer en 3 phases. Et ce sera ça le plan de la présentation d'aujourd'hui. 3 phases. Donc, dans chacune des phases, ce que je ferai, c'est que je vous expliquerai un peu c'est quoi cette phase, cette fameuse phase. Et puis, à l'intérieur, je vais vous donner des exemples pratiques qu'on a rencontrés dans les organisations. On a eu la chance d'intervenir pour que vous puissiez y prendre des bonnes pratiques. Et ce que j'ai envie de dire, surtout, vous aider à vous questionner, vous laisser questionner. J'ai envie de dire que c'est ce qui est le plus important entre le cheminement et le but. Je ne me suis pas présenté pour ceux qui ne me connaissent pas. Frédéric Baletti, je suis en charge de toute la partie expérience collaborateur de l'Institut KPAM. Je suis un ancien RH, j'ai une formation en neuropsychologie, en ergonomie, en RH, etc. etc. Et aujourd'hui, je m'éclate au sein de KPAM. Alors KPAM est un institut d'études, rapidement, qui a 16 ans maintenant, qui a été pionnier dans l'analyse des verbatims. C'est-à-dire que très tôt, on a compris qu'il y avait une énorme richesse dans les verbatims des clients, pour commencer. Et en plus, on a une méthode qui permettait d'aller bien plus loin que la simple occurrence habituelle qui dit que c'est le nombre de fois que quelque chose est cité qui fait que ça devient important. C'est faux. On a développé une approche qui nous permet de comprendre, grâce à la syntaxe, les pensées profondes des gens qui s'expriment. Et du coup, ça change absolument tout sur la manière d'analyser les données. Nos 3 grands champs d'activité. Donc, l'historique, c'est l'expérience client. Donc, on mène de nombreux travaux encore aujourd'hui sur l'expérience client, B2B comme B2C. Nous travaillons depuis 5 ans maintenant sur l'expérience collaborateur, toujours à partir des verbatims, soit des people surveys qui existent déjà, soit qu'on va chercher nous-mêmes. Et puis, depuis peu, nous travaillons sur l'expérience patient et l'expérience professionnelle de santé, qui est un sujet passionnant, d'actualité, vous allez me dire, effectivement, mais qui est en plein essor. On prend le lead dessus, et du coup, d'ailleurs, s'il y a des hôpitaux ou des cliniques dans les spectateurs, n'hésitez pas à nous contacter, parce que c'est un super sujet. Qu'on travaille aussi, c'est ce qu'on appelle la mise en miroir. C'est un peu comme la symétrie des attentions, c'est-à-dire qu'on met en miroir l'expérience des clients avec l'expérience des collaborateurs qui sont à leur contact. Donc ça permet vraiment d'avoir une analyse ultra fine sur les interactions entre ces différentes populations
et ça change énormément de choses sur les études, ça permet d'être encore beaucoup plus fin, de manager ces interactions, et bien évidemment, donner les moyens aux collaborateurs de pouvoir mieux faire leur job, de pouvoir mieux servir les clients et d'être mieux tout simplement dans leur travail au quotidien. Donc voilà nos 3 grands champs d'activité aujourd'hui qui sont vraiment chouettes. On en a plus 600 modélisations d'expérience clients et collaborateurs en 5 ans. Vous voyez, on n'a pas du tout chômé. On travaille bien, on apprend énormément. Ça, c'est pour vous montrer vraiment qu'on a stocké énormément de savoir qu'on diffuse au fur et à mesure d'articles ou de webinaires comme ça l'est aujourd'hui. Ça, ce sont nos références au niveau RH. Au niveau global, elles sont bien plus nombreuses, vous le devinez bien. Donc, vous voyez qu'on est présent sur à peu près tous les secteurs d'activité, qu'on a vu plein de métiers différents, plein de situations différentes, plein de bonnes pratiques différentes, qui fait que on s'enrichit, on se nourrit chaque jour après chaque étude. On travaille en 9 langues différentes, à peu près dans tous les pays. On a la chance d'avoir une approche qui est primée parce qu'on a une approche innovante, on a une approche unique qui est reconnue au fur et à mesure des prix auxquels on participe. Nous en sommes ravis. Merci de la confiance qui nous sont accordées par les jurys d'ailleurs à chaque fois. Donc ça nous encourage, ça renforce l'idée qu'on est sur la bonne voie, qu'on est en avance de phase sur les mises à plat d'expérience clients et collaborateurs et maintenant expérience patients et professionnels de santé et qu'on va continuer à garder le lead là-dessus. Alors, venons-en au sujet du jour. Vous avez vu, c'était rapide l'introduction, je vous l'avais promis. Alors, l'expérience collaborateur. Ici, la définition que j'ai reprise sur le site de Parlons RH, qui est une bonne définition, qui est une définition héritée, ce que je vous disais, de l'expérience client, que je vais vous lire. L'expérience collaborateur désigne l'ensemble des interactions et expériences vécues par un collaborateur au sein de l'entreprise, dans les moments clés de son parcours, comme dans son quotidien professionnel, de son recrutement jusqu'à son départ. C'est la somme des ressentis du salarié vis-à-vis de sa situation de travail. C'est une très bonne définition. Et si on devait la schématiser simplement, vous voyez la ligne qu'il y a en dessous, la ligne horizontale, qui fait du coup que ce serait du recrutement jusqu'au départ, cette vie professionnelle qui se passe au milieu et qui est extrêmement riche, qui fait intervenir plein d'acteurs différents et qui est déjà largement abordée, notamment par la fonction RH. Et du coup, nous, chez KPM, au fur et à mesure des analyses, on s'est dit, tiens, elle est bien cette définition, mais il manque des éléments. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est l'expérience collaborateur par KPM, en fait. Vous retrouvez au milieu de ce schéma la fameuse barre horizontale de l'entrée dans l'entreprise au départ dans l'entreprise. Ce que vous trouvez en plus, c'est le avant l'entrée dans l'entreprise et le après la sortie de l'entreprise qui font partie de l'expérience, qui sont des sujets vraiment importants sur lesquels on va bien évidemment échanger. Et vous trouvez une nouvelle barre, là, une courbe, une courbe sinusoïdale pointillée, c'est la vie personnelle. Parce qu'aujourd'hui, il est impensable aujourd'hui de penser que la vie personnelle n'a pas d'impact sur la vie professionnelle. Et vous voyez, il y a des points qui apparaissent tout au long, c'est les moments où la vie personnelle vient percuter la vie professionnelle. Nous, c'est ce qu'on appelait des moments de vérité, parce que ce sont des moments très importants. Donc c'est ce schéma-là, aujourd'hui, que je vais vous développer. Et c'est ce schéma-là qui, à notre sens, résume le mieux possible dans sa globalité qu'est-ce que l'expérience aujourd'hui, l'expérience collaborateur. Alors, commençons par la première phase. Le premier filtre, celui qu'on connaît très bien. Donc, l'expérience collaborateur de l'entrée dans l'entreprise au départ dans l'entreprise. Donc là, vous retrouvez les sujets, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on connaît très bien, qui sont majoritairement pris par les fonctions des ressources humaines, qu'on remercie, mais pas que. Et ça, c'est important, on y reviendra à plusieurs reprises. Donc, vous avez les sujets, par exemple, du onboarding, qui est travaillé de plus en plus ces dernières années. Vous avez tous les sujets de rémunération, de company ben, etc. Vous avez les sujets importants d'interaction entre les équipes, d'interaction des collaborateurs dans les équipes et des interactions des équipes entre elles. Vous avez le sujet du travail. Le sujet du travail qui est important, finalement. C'est qu'est-ce qui me permet de bien faire mon travail et ce qui m'empêche de bien faire mon travail. Ça, c'est important. Donc, le sujet du travail bien fait. Ensuite, vous avez le bon vieux sujet de l'environnement de travail, qui est un vaste sujet beaucoup plus complexe qu'il en a l'air, qu'il faut prendre le temps d'étudier et qui fait intervenir plein d'acteurs différents, grande pensée aux services généraux et à l'immobilier. D'ailleurs, à ce propos, ça intègre aussi, par exemple, les outils de travail. Donc, petite pensée à la DSI, avec qui il faut que les ressources humaines travaillent plus souvent.
Vous avez ensuite, bien évidemment, le management, que ce soit la relation des managers avec leurs équipes, que ce soit la relation des managers entre pairs, entre eux, et la relation des managers avec l'organisation et leur développement, etc. Ensuite, vous avez tout ce qui est développement professionnel, tout ce qui est formation, tout ce qui est parcours de carrière, tout ce qui est finalement ce qu'on pourrait appeler l'expérience apprenant. Donc là, vous allez voir donc, les formations qu'on m'offre, les formations qu'on me propose pour me développer, les parcours de carrière dans l'entreprise, ce que j'apprends tant dans la pratique de mon métier que dans la partie théorique, vous savez, les fameux 70-20-10, tous ces sujets-là qui sont largement pris en compte par les directions de la formation, autant que faire se peut. Un moment important pour KPM qu'on défend énormément, c'est les moments conviviaux, les rituels, tous ces moments qu'il est important de fêter, qu'on ne fête pas assez. Donc le sujet du rituel qui est important. Et enfin, je termine, je vais accélérer parce que je sens que je vais parler très longtemps, sur le offboarding, qui est aujourd'hui très peu travaillé, très mal travaillé, de manière générale, sur comment finalement on gère, on design le départ de l'entreprise, que ce soit pour la retraite ou que ce soit au moment où je quitte l'entreprise. Je vais vous donner quelques cas d'exemples sur cette partie-là. Sujet de l'environnement de travail. Sujet de l'environnement de travail, on a eu la chance d'accompagner le groupe Orange sur ce sujet, qui interroge ses collaborateurs sur l'environnement de travail. Il leur demande leur niveau de satisfaction et les raisons de la note. Nous, à partir de là, on récupère ça. Et pour vous donner un ordre d'idée sur le détail important de ce sujet-là, c'est qu'on a eu, par exemple, sur cette étude, 137 thématiques. 137 thématiques qui parlaient tant des locaux, du mobilier, des outils de travail, du nomadisme, de l'équilibre vie pro-vie perso, du matériel, etc. C'était une étude très, très, très importante. On a eu un énorme tracker là-dessus. À partir de ces 137 thématiques, l'équipe pluridisciplinaire, l'équipe projet qui a piloté ça, que je salue sincèrement, et les équipes pluridisciplinaires les ont retravaillées avec nous. Le COMEX les a retravaillées, et à partir de ces thématiques, ils ont sorti 4 axes stratégiques qui accompagnera toutes les décisions en lien avec l'environnement de travail. Et ça, c'est vraiment important. Un des axes que je vais vous partager aujourd'hui, outre la mise en place d'un NPS sur ce sujet-là, c'est qu'ils ont compris l'importance des services supports dans le quotidien du travail des collaborateurs. L'importance d'avoir quelqu'un au bout du fil, quand j'ai une panne informatique, quand j'ai une panne de logiciel, quand j'ai une panne de matériel, quand finalement, je dois passer d'un site à un autre et que je dois faire la queue comme les gens de l'externe, plutôt que pouvoir rentrer facilement dans un nouveau bâtiment. Comment je gère les poules de véhicules, comment je gère le télétravail. Enfin, tout le service qu'il y a derrière est passé vraiment prioritaire finalement. Et du coup, ils se sont dit, il faut qu'on mette le paquet sur comment on accompagne les collaborateurs pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Comment on accompagne les collaborateurs pour qu'ils puissent mieux servir les clients, comment on accompagne les collaborateurs finalement pour qu'ils soient mieux au quotidien dans leur travail. Donc du coup, ça c'est un sujet qui est sorti, qui cartonne pourquoi? Qui cartonne parce qu'en fait, sur l'environnement de travail, là ce qu'a fait Orange, c'est ni plus ni moins de faire ce qu'on appelle, c'est une attente fondamentale des collaborateurs, ils ont été orientés collaborateurs. Ils sont partis de la voix des utilisateurs finaux, pour designer leur axe stratégique et pour designer justement vers où ils vont pour pouvoir construire les locaux et l'environnement de travail demain. Donc de un, ça permet d'avoir une vision globale partagée par les utilisateurs au quotidien, ce qui change des plans immobiliers qui sont faits en chambre, j'ai envie de dire. Et le deuxième cas, ça permet d'avoir des actions concrètes et pertinentes parce que de toute façon, ça vient directement du terrain. Donc vous voyez, un sujet environnement de travail qui est un sujet d'une grande complexité, qu'on n'arrête jamais, parce qu'on est toujours en train de déménager, de créer des open space, de faire des nouveaux locaux, etc. Ça cause souvent des soucis, je pense à l'acoustique par exemple, mais qui pourtant était géré d'une manière différente, en partant de la voix directement des nombreux collaborateurs, en construisant un parcours à partir de leur vécu, de leur expérience, et en designant 4 axes stratégiques choisis par le COMEX lui-même. Donc ça change énormément. Donc voilà un exemple sur l'environnement de travail tel qu'il peut être géré. C'est-à-dire qu'il peut être co-designé finalement avec les utilisateurs finaux. Deuxième sujet, qui est un sujet qui me tient à cœur encore un, c'est le sujet du co-développement. Vous avez une image de fond, c'est Safran, parce que c'est un exemple de Safran que je vais vous partager. Le co-développement, c'est un outil d'une puissance incroyable. Un outil incroyable qui, à mon sens, n'est pas encore assez déployé, assez piloté au sein des organisations. Pourtant, on a des résultats de dingue sur ce truc. Et c'est le cas de Safran, du coup, là-dessus, où ils ont expérimenté ça sur un site de 1500 personnes de mémoire, j'espère ne pas me tromper, sur volontariat.
Ils ont dit quel manager a envie de développer un peu cette politique de co-développement, bien évidemment appuyée par le comité de direction. Ils sont formés avec Champagne et Paillettes, c'est leur nom, ce sont des Québécois. Je vous conseille fortement leur littérature autour du co-développement qui est ultra détaillée, qui explique vraiment comment mettre en place un tel système. Lisez-le, parce que c'est vraiment bien fichu, et c'est fait vraiment pour passer à la pratique. Bref, ils l'ont testé, et ils ont eu des résultats incroyables. Ils ont eu des résultats incroyables sur l'absentéisme, sur le présentéisme, sur la productivité, sur l'engagement. Et en fait, il y a une espèce de transformation culturelle, une transformation managériale qui s'est faite juste dans cette pratique. Pourquoi? Parce qu'ils se regroupent par 7 ou 8. Il y a quelqu'un qui vient avec une problématique spécifique. Les autres le questionnent, ils se laissent questionner pour prendre de la hauteur, et ensuite, ensemble, ils construisent des actions qu'il va pouvoir déployer pour pouvoir régler sa problématique. Et en fait, à force de faire ça, ils ont changé leur posture, et ils sont même en capacité, dans d'autres réunions, de remarquer les managers qui font du co-développement, des managers qui n'en font pas. Parce que ceux qui font du co-dev ont appris à questionner, se laisser questionner, et se questionner. Et ça change absolument tout. Après, je ne vous cache pas que ça fait une forme de pression sociale, finalement, parce qu'ils sont capables de voir ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont pas fait. Et aujourd'hui, si tu n'es pas dans un groupe de co-développement, ça le fait pas. D'un autre côté, ça fait un effet boule de neige, avec des résultats qui sont là, qui sont concrets. Donc du coup, j'ai envie de dire que c'est du tout bénef. Après, c'est piloté. C'est encouragé par le CODIR. Vous avez des membres des ressources humaines qui sont formés à l'accompagnement au codev par Champagne et Paillettes, qui prennent 10 à 20% de leur temps pour animer des groupes de codev, pour accompagner les managers dans leur développement. Oui, non plus, ça replace l'acteur ressources humaines en tant que support au quotidien des équipes de management. C'est du tout bénef. Co-développement, franchement, allez-y, s'il vous plaît, foncez. Sujet là, je vous ai mis, ah oui, c'est une image des Silor, parce que j'y ai travaillé quelques temps. J'ai 2 sujets là-dessus. Le premier, ça va être rapide. C'est l'ancien directeur des achats des opérations des Silor, Aurélien, si tu m'entends, qui avait fait une action d'une simplicité, d'une efficacité incroyable, en fait, au niveau de ses équipes. Il venait de prendre son équipe. Il leur a donné une enveloppe à discrétion, en disant, vous faites ce que vous voulez de ce budget. Faites ce que vous voulez de ce budget tant que ça fait du lien dans l'équipe, que c'est en lien autant que faire se peut avec la mission de l'entreprise, donc lutter contre le mal-voir, et que vous fassiez des choses. Je vous fais confiance, je ne regarde rien. Ça a marché du tonnerre, ils ont créé des événements, ils ont fait des choses entre eux, ils ont fait des choses dans l'entreprise, ils ont fait des choses en lien avec la mission, en toute autonomie. Ça a cartonné, ça a créé de la confiance, ça a créé de l'autonomie sur un truc tout bête, c'est donner une enveloppe à son équipe. Deuxième exemple sur ce sujet, que j'ai eu la chance de déployer moi à l'époque à la Poste, c'est ce qu'on appelle les espaces de discussion sur le travail. Enquêtez là-dessus, il y a un truc sur l'ANACT, c'est un peu chargé, mais ça explique un peu le principe. L'idée, ça se rapproche un peu du Lean, c'est que les équipes sont en capacité de régler leurs problèmes opérationnels à condition qu'on leur donne le temps et les ressources nécessaires pour le faire. Donc l'idée est simple, le manager prend une posture basse parce qu'il devient animateur, il se regroupe avec l'équipe, il liste les irritants, les fameux cailloux dans les chaussures, il les priorise, et sur chacun d'entre eux, ils vont mettre un des collaborateurs qui sera chargé de régler cet irritant. La responsabilité de l'entreprise face à ça, c'est de donner le temps et les ressources au manager pour que lui-même donne le temps et les ressources aux collaborateurs pour régler le problème. C'est toute une organisation. Et croyez-moi, les résultats sont incroyables. Le nombre d'irritants qui sont réglés, le nombre de sujets où les gens s'aperçoivent qu'en fait que ça fait 20 ans qu'on fait ça, on ne sait même plus pourquoi on le fait, mais ça me prenait du temps, ils le suppriment. Et du coup, ils gagnent du temps. Et ils suppriment petit à petit les cailloux dans les chaussures, en toute autonomie, en toute confiance, parce que c'est l'opérateur qui le fait lui-même, parce que qui connaît mieux le travail que celui qui le fait. Donc, tous les sujets qui touchent à l'autonomie et la confiance cartonnent. La Maïf est très bonne dessus, on y reviendra aussi tout à l'heure. Un autre sujet, là, je vous ai mis un verbatim que je vais vous lire. J'ai postulé à un job en interne et je n'ai pas eu le poste. Toutefois, mes managers ont pris le temps de m'expliquer les motifs du refus et m'ont proposé de m'aider et m'accompagner dans l'évolution de ma carrière. Je me suis sentie comprise et considérée comme une bonne collaboratrice. J'étais très contente. Est-ce que vous êtes en train de voir ce coup de force de dingue qui s'est passé? On sait tous ce que c'est. Hein. Postuler à un endroit en interne, avoir préparé les entretiens, avoir fait un peu de réseautage pour y avoir accès, avoir passé les entretiens et faire face à l'échec. C'est quelque chose de terrible parce qu'on y a mis une énergie, on y a mis nous-mêmes. C'est un moment important dans notre carrière parce qu'on se projette dans ce poste, on a envie d'y aller. Et ben non, c'est la vie, ça arrive. Mais du coup, posez-vous la question aujourd'hui dans vos organisations, comment est-ce qu'on a designé les moments où on refuse un poste à quelqu'un?
Est-ce qu'on l'a designé? Est-ce que finalement, on a donné les moyens aux managers ou aux ressources humaines de pouvoir accompagner, argumenter auprès de la personne, écoute, t'as pas été pris, je vais t'expliquer pourquoi, et on va regarder ensemble ce qu'on va pouvoir faire après, parce que je vois bien que tu as envie d'une mobilité. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos organisations, ce sujet-là est designé? Et ça, c'est une vraie question. Parce que pour être honnête avec vous, dans la majorité de nos études, ce genre de verbatim est plutôt rare. On a souvent ces collaborateurs qui, face à un refus à un poste auquel ils ont postulé, ils font face au néant, au silence. C'est la grande solitude. C'est la grande solitude. On leur dit « t'es pas pris, salut ». On n'explique pas pourquoi. C'est déjà un premier sujet, les raisons de ce refus. Et on ne propose pas non plus de « tiens, bien, on va regarder ensemble ce qu'on peut faire ». C'est fait. Je ne dis pas que c'est pas fait. C'est fait à certains endroits, Dieu merci. Mais c'est pas généralisé. Les pratiques sont encore bien trop hétérogènes là-dessus. Donc, sur le moment du parcours, du design que je fais, sur la partie développement de carrière, sur la sous-partie, je postule à un endroit et la sous-partie, je suis refusé à ce poste-là, comment je design ce moment-là? Est-ce que vous voyez l'importance de rentrer dans le détail des parcours et de l'expérience? C'est une histoire de détail, et ça, c'est important. Donc, regardez un petit peu comment vous faites autour de ça. Ça, c'est important. Et le dernier petit cas que je vous donne, qui est un cas assez extrême, mais qui est intéressant, je trouve, en termes de philosophie, c'est quand ça prend pas. Je vous ai mis l'exemple de Zappos. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils vendent des chaussures. Ils ont été rachetés par Amazon. C'est une boîte américaine qui est reconnue pour son expérience client formidable et son expérience collaborateur tout aussi formidable. Qui a une culture très forte. Parce qu'ils ont compris assez vite que quelqu'un qui n'est pas adapté à la culture de l'entreprise ne se fera pas à la culture de l'entreprise. Il faut très vite le repérer. Et en bon américain qu'ils sont, ça c'est simple, c'est quand je suis recruté, au début, au bout d'un moment, j'ai le DRH qui me convoque dans son bureau, qui me met une liasse de billets sur le bureau et qui me dit « écoute, si ça te plaît pas d'être là, si tu te sens pas là, tu peux prendre ces billets-là et partir ». Vous voyez bien dans la culture américaine l'impact de « je te propose du cash là tout de suite pour partir ». Ceux qui seront pas bien, ils vont partir de manière générale. En fait, ils ont rajouté un filtre pour s'assurer au niveau du recrutement de ne pas faire rentrer des gens qui ne sont pas adaptés à la culture. Parce que, s'il vous plaît, ne croyez pas à la fable de la culture unique, universelle, qui ferait plaisir à tout le monde, elle n'existe pas. Les gens ne sont pas tous adaptés aux cultures et les cultures ne sont pas toutes adaptées aux gens. Donc du coup, il faut trouver des moyens à l'entrée de s'assurer de recruter des gens qui sont adaptés à la culture d'entreprise. Croyez-moi, et je pense que chez vous aussi, on a souvent vu les dégâts, les impacts que peut avoir un nouvel entrant qui est complètement à l'opposition de la culture de l'équipe dans laquelle il est. C'est souvent des conflits qui durent longtemps et qui sont compliqués. Donc finalement, la philosophie et les questionnements qui faut se poser là-dessus, c'est dans mon recrutement, et ça c'est la deuxième attente fondamentale qu'on a construite chez KPM, c'est la culture d'entreprise. Est-ce que ma manière de recruter, est-ce que dans le parcours de recrutement, j'ai prévu des moments qui me permettent de vérifier si la culture de l'entreprise est adaptée aux valeurs et à la culture de l'individu? Est-ce que j'ai designé ces moments-là? Voilà pour cette première partie que je fais au pas de course sur l'expérience collaborateur de l'entrée au départ, avec quelques exemples qu'on a vus par-ci par-là. Maintenant, je vous propose de rentrer dans la deuxième partie. Donc la partie où finalement, je vais rajouter, vous voyez à gauche, avant l'entrée dans l'entreprise, et vous voyez à droite, après le départ dans l'entreprise. Avant l'entrée dans l'entreprise, on peut notamment parler de tout ce qui est expérience candidat. Expérience candidat, c'est un super sujet, encore un, qui à mon sens aujourd'hui n'est pas encore assez creusé. C'est un sujet qui est souvent pris par le prisme de la marque employeur, qui est un sujet important. C'est finalement les gens, avant même d'être chez vous, ont déjà une expérience avec vous. Ils ont déjà une expérience vis-à-vis de votre marque, ou pas. Ils ont déjà une expérience vis-à-vis de ce que votre entreprise a fait au niveau de la société, parce que ça c'est, et on y reviendra tout à l'heure, surtout dans le contexte actuel, on commence à voir les entreprises qui ont agi dans le cadre du coronavirus au niveau de la société et des collaborateurs et celles qui n'ont pas agi. Ça se voit, et ça va impacter l'expérience candidat, mais cette expérience est aussi impactée par ce que les gens disent de l'entreprise, que ce soit les amis, les collègues, la famille, un prof qui intervient à l'université,
Ou Glassdoor, mais ça on y reviendra. Donc toute cette histoire-là, l'expérience candidat est importante et impactée par ce que fait l'entreprise. Et après, vous avez le départ. Vous avez plusieurs types de départs. Je le conçois. Vous avez les départs à la retraite, mais naturellement. Vous avez les démissions, les ruptures conventionnelles, donc les gens qui vont chercher un travail ailleurs, soit parce qu'ils évoluent, soit parce qu'ils quittent l'entreprise pour une raison ou pour une autre. Vous avez des gens qui ont une expérience chez vous qui s'en vont, ce sont juste des pépites. C'est des pépites qui s'en vont, c'est naturel, il y a du turnover, il y a du départ, c'est normal. Vous avez quand même des gens avec énormément de savoir, avec du réseau, qui s'en vont dans un autre job, qui vont apprendre des nouvelles compétences, qui vont apprendre des nouvelles choses dans d'autres entreprises. Ce sont des pépites, ce sont des mines d'or, ces gens-là. Parce qu'ils vont se faire un réseau ailleurs, ils vont se développer, et un jour ils vont revenir. Enfin, on aimerait bien qu'ils reviennent. Mais aujourd'hui, posez-vous la question, qu'est-ce qui est fait vis-à-vis des gens qui quittent l'entreprise? Je vais vous donner des exemples. Le premier, pardonnez cette slide un peu chargée, c'est juste pour vous donner un petit exemple d'onboarding, d'exemple qu'on a pioché par-ci, par-là, juste de voir au niveau de la précision ce qu'on peut faire déjà avant le J1 pour pouvoir mieux organiser le jour 1. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avant le J1, des exemples. Le collaborateur a signé le contrat. Bon, je sais parfois on signe le contrat plus tard que prévu, mais admettons qu'on l'ait signé avant d'arriver dans l'entreprise, donc on rentre en préavis, etc., etc. Il y a des endroits qui mettent à disposition, je pense à AXA fait ça de mémoire, mettent à disposition un catalogue avec du matériel en disant écoute, bienvenue dans l'entreprise, voilà, tu vas pouvoir choisir ton ordinateur, tu vas pouvoir choisir ton téléphone en fonction de tes besoins, tu vas pouvoir choisir si une souris gaucher, une souris droitier, parce que tu es peut-être gaucher, tu es peut-être droitier. C'est notre attente fondamentale de KPM, ça c'est ce qu'on appelle la singularité de l'expérience. En fait, là, vous offrez aux futurs collaborateurs la possibilité de choisir le matériel qui lui permettra de faire son travail. Et déjà, vous lui envoyez un signal immense sur la manière dont vous traitez vos collaborateurs. Parce que tout de suite, vous leur montrez que, regarde, t'es pas encore là. On sait que, pour toi, on va te trouver l'outil de travail adéquat pour que tu fasses bien ton boulot, on est là. Il y a des boîtes qui vont encore plus loin, je continue. Il y en a qui reçoivent le matériel à domicile. Ça, c'est poussé, j'avoue, c'est poussé. Ils le reçoivent à domicile, avec parfois même un petit mot qui dit « Tiens, on est content de te voir », il y a une photo de l'équipe et limite une invitation pour aller boire un pot, ou ils le recontactent après. Mais dans tous les cas, ils organisent un moment informel, ce que vous voyez en haut, au deuxième, un moment informel avant le recrutement. C'est-à-dire que la personne rencontre l'équipe et le manager, voire parfois la RH, avant même qu'il soit dans l'organisation. Vous savez bien que pour beaucoup de gens, l'arrivée dans une nouvelle entreprise, c'est un saut dans le vide. C'est un grand saut. Pour beaucoup de gens, c'est énormément d'angoisse. Ils savent pas comment ça va se passer. Ils savent pas comment ça va matcher. Là, avant même qu'il arrive dans l'entreprise, vous désamorcez tout de suite la situation. Il fait déjà connaissance avec les gens. Il est déjà en train de créer des liens informels avec les gens. Et vous gagnez un temps incroyable sur l'intégration, avant même qu'il arrive. En plus, vous pouvez en profiter pour faire des petites photos pour votre campagne marque employeur, pour montrer à quel point vous prenez soin des nouveaux candidats. Ensuite, vous avez le rendez-vous téléphonique visio, c'est l'actualité, ou téléphonique avec le RH, qui effectivement, est-ce que tu as encore des questions? Oui, non. En quoi je peux t'éclairer? Par ailleurs, n'oublie pas d'emmener tel document, tel document, tel document. Viens tous les deux, on regarde ton planning, on va organiser tes premiers jours dans l'entreprise. Est-ce que tu as des contraintes particulières, garde d'enfants, etc., pour voir comment je peux organiser tes prochaines semaines? Je suis en train de préparer le J1 avec la personne qui n'est pas encore dans l'entreprise. C'est un gain de temps incroyable. Vous avez les systèmes de parrainage qui fonctionnent bien là où ils sont pilotés, où ils sont mis en place, où le futur collaborateur voit son parrain avant même d'intégrer l'entreprise. Donc, il peut déjà créer des liens et le parrain peut peut-être même déjà le faire rencontrer d'autres gens de son propre réseau. C'est juste formidable. Et tout ça, ça se passe avant. Vous avez ensuite, comme quand vous prenez le train ou l'avion, vous avez un SMS, un mail 24 heures avant l'arrivée avec « On t'attend à telle heure ». Telle personne va t'attendre. Voilà le plan d'accès. Si tu viens en voiture, en métro, en machin, etc., je reçois tout. Donc, ça me rassure, tout est cadré, etc. Et d'ailleurs, on n'oublie pas ces petites pièces administratives RH au cas où. Et ensuite, vous avez l'organisation. Il y a des endroits où vous arrivez, il y a votre visage sur l'écran dynamique. Bienvenue Frédéric chez KPM, dans la direction des ressources humaines. On est ravis de te voir. Je passe les portes, on sait déjà que j'arrive. C'est une forme de reconnaissance qui est tiens, ils prennent au sérieux. Enfin, ils sont contents que je sois là. Ils ont organisé mon arrivée. C'est de la considération. J'arrive, il y a l'hôte d'accueil qui me dit « Bonjour Frédéric, on vous attendait. Laurent vient vous chercher. Un café, asseyez-vous là. » Et après, j'ai ma journée qui commence comme ça. Mon planning est déjà organisé, mon matériel est déjà opérationnel. Les gens me connaissent, c'est-à-dire que les gens dans les couloirs, ils m'ont vu sur l'écran dynamique. Ils disent « Ah, bonjour Frédéric, bienvenue, etc. » Je suis bien accueilli. J'ai le manager qui vient me chercher, l'équipe est là. J'ai mon organigramme sur mon bureau avec le contact du RH, le contact des services généraux, le contact de la DSI.
En cas de problème, on fait un moment convivial, message de bienvenue, et bien évidemment, le déjeuner. Nous, on a des pics d'engagement sur les journées d'intégration, quand il y a un membre du COMEX ou du CODIR qui débarque de manière informelle et qui dit « Salut, bienvenue Frédéric, je suis ravi de te voir là, je sais que tu es direction des ressources humaines, viens, on va prendre un café, on va déjeuner ensemble. » Nous, ça décolle. Les discours là-dessus, ils décollent. Juste ça, c'est du symbole, la puissance du symbole. Tout ça, vous voyez, tout ce qui peut être organisé, c'est ça que j'essaie de vous montrer, de toute façon, c'est ce que j'essaie de vous montrer au fur et à mesure de la présentation, c'est l'importance du détail. Et par le détail, vous pouvez complètement retourner des situations, vous pouvez complètement redesigner des parcours. Donc voilà un petit exemple, tac, 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 de comment je peux organiser l'avant J1 et le J1, franchement, de manière pas si compliquée que ça. Pour l'après-départ, je vous ai donné l'exemple des alumni. C'est une idée absolument géniale. Ce sont les cabinets de conseil, bien évidemment, qui ont flairé le truc le premier, notamment McKinsey, qui est leader là-dessus. Hein. Je crois qu'ils sont 37 000 alumni dans plus de 120 pays. Enfin, c'est un truc assez incroyable. Parce qu'ils ont dit, attends, mais les gens qui s'en vont sont des pépites. Les gens qui s'en vont sont des pépites. Souvent, ils sont embauchés chez des clients. Donc, ce serait bien qu'on garde quand même des bons relationnels. Ils vont peut-être pouvoir me renvoyer en plus des gens que je pourrais embaucher plus tard. Enfin, faut que je les chouchoute, ceux-là. Et donc, du coup, ils ont créé des réseaux d'alumni, comme dans les écoles, pour justement animer ce réseau des anciens, en faisant des événements, etc., etc. Et les grosses boîtes se sont dit, mais cette idée, elle est absolument géniale. Et les grosses boîtes ont commencé à s'y mettre. Je vous ai donné deux exemples, celui de L'Oréal et celui de Microsoft. Sachez que chez Microsoft, 15% des recrutements sont des anciens. 15% des recrutements sont des alumni. Maintenant, je vais vous donner des chiffres. Il faut savoir que, bon, c'est une étude américaine, je ne l'ai plus en tête exactement. Mais en gros, l'idée, c'est que la réembauche d'anciens, enfin, d'alumni, ça coûte moitié moins cher qu'embaucher un nouveau. Il y a 40% de productivité en plus au premier trimestre. Et les gens ont tendance, les réembauchés, à rester plus longtemps. En fait, c'est rentable. Et il y a eu une étude qui disait que justement, si les entreprises du Fortune 500 là, des USA, s'ils rembauchaient, ils mettaient les moyens de recruter les anciens, ils économiseraient plus de 12 millions de dollars par an. S'ils focalisaient, enfin, s'ils mettaient de l'énergie dans le recrutement d'anciens plutôt que chasser des nouveaux. Vous voyez? Et en plus, vos anciens, c'est une source de publicité positive. Donc aujourd'hui, posez-vous la question, regardez dans votre organisation, c'est une vraie question, est-ce qu'aujourd'hui, on a designé le parcours des gens sur le départ, parce que c'est avant qu'ils partent quand même, ça commence là, et l'après, qu'est-ce qu'on fait de nos anciens? Est-ce qu'ils sont lâchés dans la nature ou est-ce qu'on les anime? C'est du community management. Parce que là, vous avez des pépites. Vous avez des pépites et vous avez des risques. Et c'est un peu là-dessus que je vais venir sur le slide d'après. Je vais vite. Donc c'est le même slide sur justement l'avant-après, et j'ai rajouté des petites flèches, c'est par rapport à l'impact de l'information sur la marque employeur. Donc la marque employeur, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui il y a beaucoup de campagnes de communication autour de ça, avec des gens qui dansent dans la forêt, des gens qui disent « venez bosser chez nous, c'est formidable », c'est bien, c'est de la pub. Mais en face, vous avez ce qu'on appelle les actes. Vous savez, marketing du discours, marketing des actes, comme dirait Laurent. C'est que les gens aujourd'hui ont les moyens de vérifier que si ce qu'ils ont vu sur la pub, c'est vrai. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont le moyen par leur propre réseau, donc les amis, la famille, etc. Ils ont le moyen en allant sur Glassdoor. Ils tapent Glassdoor, ils tapent le nom de la boîte, vous connaissez. Ils ont la note de la boîte, ils ont les avis positifs, les avis négatifs. Et là, je peux vous dire qu'ils se nourrissent largement. Moi, je ne vois pas un jeune aujourd'hui qui cherche du boulot qui ne regarde pas d'abord sur Glassdoor ce qu'on pense de l'entreprise. C'est devenu un réflexe. Et donc, du coup, s'il commence à avoir des différentiels avec la pub, ça commence à mal commencer. Et ensuite, vous avez le sujet des anciens qui fait une boucle aussi sur votre marque employeur et sur l'expérience candidat. Pourquoi? Imaginez que vous ayez mal géré un départ. Cette personne-là, par exemple, se met à donner des cours dans une grande école. Qu'est-ce qui se passe? Il suffit juste que cette personne dise à un amphi plein de gens talentueux, disant surtout, franchement, n'allez pas bosser dans telle compagnie. N'allez pas bosser dans telle compagnie, c'est une catastrophe. Les valeurs, ça va pas du tout, n'y allez pas, etc. Vous voyez, avec la légitimité qu'il a en tant qu'intervenant et ancien membre de cette compagnie, l'impact incroyable qu'il va avoir sur l'expérience des candidats. Les candidats, ils vont se dire, ok, bah, si lui nous dit de pas y aller, vu ce qu'il nous a raconté, je vais surtout pas candidater là-dessus. Donc là, vous avez un espèce d'impact incroyable qui est la conséquence d'un départ qui n'a pas été bien géré. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Enfin, moi, personnellement, j'ai souvent entendu des intervenants qui se sont lâchés sur leur précédente boîte. Et je pense que vous aussi. Donc, on voit que tout est lié.
Et un gros sujet aussi là-dessus, dont je vous ai parlé rapidement, c'est l'impact aussi de ce que fait l'entreprise dans la société. Donc ça veut dire qu'on est en train de démontrer, même si c'est un coup de com', on s'en fiche. On est en train de dire que quand il y a un pépin, on est là. Quand il y a un pépin, on s'occupe de nos gars. Quand il y a un pépin, on s'occupe de la société. Et ça, c'est un sujet important. Parce que les salariés ils vont se dire quoi? Les candidats, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, OK, en cas de, OK, donc si demain il y a une nouvelle crise, est-ce que je vais bosser dans une boîte qui a fait quelque chose pour ses salariés et la société? Ou est-ce que je vais bosser dans une boîte qui n'a rien fait? Vous voyez l'impact des actions de l'organisation sur l'expérience candidat. Il y a un lien direct. Donc c'est important. Il y a des gens qui grincent des dents, je pense, suite à ce classement. Après, oui, il y a des biais. Hein. Il y a des biais, c'est un questionnaire, comment ça a été récolté, etc. J'entends. Mais c'est un classement, je pense, qui va rester, qui va être regardé. Donc il faut vraiment être vigilant là-dessus. Maintenant, j'arrive sur la troisième partie. Du coup, je vais accélérer parce qu'on a perdu quelques minutes. J'en suis navré. C'est le troisième filtre de l'expérience collaborateur. C'est celui qui est tellement important et qui a déjà été géré, qui est déjà géré par plusieurs entreprises, même historiquement, notamment les entreprises très paternalistes. C'est la vie personnelle. C'est ces moments où vous avez la vie personnelle qui impacte la vie professionnelle. Vous voyez ces points-là. Ce que j'aime expliquer à mes clients, aux gens avec qui je discute, c'est que nous, RH, on a été formés pour gérer des salariés. On n'a pas été formés pour gérer des individus. Pourtant, aujourd'hui, on doit gérer des individus. C'est que les gens viennent avec leur sac à dos au bureau et ça devient normal de devoir gérer des individus. Comment on fait? Comment on gère ces moments où la vie personnelle vient impacter la vie professionnelle? Parce que ce sont des moments importants. Ce qu'on a appelé des moments de vérité. C'est des moments très importants parce que ça touche la vie personnelle. Et là, l'entreprise a une place. Les gens vont dire non, l'entreprise n'a pas à se mêler de la vie personnelle. C'est un avis. Sauf que quand elle impacte la vie professionnelle, il y a quand même des choses qu'on peut mettre à disposition. Je vais vous faire une mini parenthèse, toute petite. C'est mon héritage neuro là-dessus, sur les marqueurs somatiques. Là, je vous conseille un bouquin qui s'appelle L'erreur de Descartes d'Antonio Damasio. Il y en a fait plein très bien. Spinoza avait raison, et très bien aussi, mais commencez par L'erreur de Descartes. Il vous explique plein de choses dans les marqueurs somatiques. Les marqueurs somatiques, c'est quand vous vivez quelque chose. Et ça importe toute l'expérience, mais là, je vous fais un zoom spécial là-dessus, parce qu'on est sur des moments importants quand la vie personnelle, il se passe quelque chose d'important dans la vie personnelle. Bref, quand vous avez des moments émotifs importants, ça crée des marqueurs somatiques, positifs ou négatifs, qui vont dans votre lobe préfrontal, là, devant. Ce qu'il faut savoir, c'est que si ça, vous ne le traitez pas, si vous ne le déminez pas, si vous ne le nettoyez pas, si vous n'en parlez pas dans les 21 jours, c'est stocké en mémoire à long terme. Ça veut dire que si là, aujourd'hui, par exemple, je croise Laurent et je lui casse les pieds sérieusement et qu'il le garde pour lui pendant plus de 21 jours et qu'on n'en parle pas, si je le recroise par exemple dans un an, il va me voir au loin, il va se dire, lui, c'est une buse, je l'aime pas, il sera peut-être même plus en capacité d'expliquer pourquoi. Donc vous voyez l'importance finalement de savoir l'impact qu'ont des moments émotionnels importants sur la mémoire, donc sur le comportement, parce qu'on va reproduire ce qu'on a vécu. C'est du conditionnement, etc. Ayez ça en tête toujours quand vous travaillez sur du design de moments. C'était la mini-parenthèse. Exemple, flexibilité des horaires, c'est un fond d'écran, ça c'est la pub Maïf. C'est une pub Maïf. Je vais vous lire un verbatim qui lui vient pas de la Maïf. Le nouvel accord nous permet de travailler à distance, j'habite à 1 heure de mon lieu de travail, il me permet donc de travailler depuis mon domicile, évitant ainsi plus d'1 heure de transport et les coûts s'y rapportant. Nous avons également une large plage horaire qui nous permet d'adapter vie professionnelle et vie privée. Donc en fait, c'est toutes ces entreprises qui font en sorte que les gens puissent équilibrer en fonction de ce qui peut leur arriver au quotidien dans leur vie privée. Vous avez effectivement le sujet du télétravail, qui est un sujet aujourd'hui qui est revenu en masse, et j'ai bien peur que certaines entreprises se rétractent après le Covid et repassent à 1 jour maximum par semaine, ce qui à mon sens est une erreur. D'autres entreprises qui avaient déjà l'avance à 2 à 3 jours par semaine, ce qui à mon sens est très bien. Vous avez la flexibilité. Pourquoi je vous ai mis l'exemple Maïf? Je me souviens, c'est quand j'étais en MBA, ils étaient intervenus, ils nous expliquaient que sur les call centers, ils avaient dit, OK, bah maintenant il y a 1 heure d'ouverture, 1 heure de fermeture au public, vous vous organisez comme vous voulez au milieu, vous vous organisez comme vous voulez. Et donc du coup, ça a marché. Leur plan stratégique, c'était oser la confiance. Ça a fonctionné et les opérateurs se sont organisés, ça a très bien fonctionné. On a vu ça aussi dans une usine aux États-Unis sur une autre étude chez un autre client.
où il y a quelqu'un, où il y a des salariés, des ouvriers qui vont dire mince, j'ai la fête de l'école de ma fille, vous savez à quel point c'est important pour eux ces moments-là, est-ce que je peux échanger mes horaires avec quelqu'un? Donc on le fait, pas de problème. Et ça, c'est un impact majeur. J'accélère parce que bon, on a perdu 3 minutes. Les salariés aidants, c'est un sujet qui est très important, s'il vous plaît. Aujourd'hui, un salarié sur 6 est aidant. Demain, ce sera beaucoup plus parce qu'il y a un vieillissement de la population. 80% d'entre eux n'en parlent pas à leur employeur. Et pourtant, l'impact de leur vie personnelle sur la vie professionnelle est immense. C'est souvent des gens chez qui, moi, j'ai vu de l'absentéisme à court terme, moins de 2 jours perlés. Donc, ça arrive régulièrement. Pourquoi? Parce qu'ils ont cramé tous leurs congés payés, leur RTT, pour aller s'occuper de la personne de leur famille qui est malade, qui est en fin de vie, etc. Et que l'entreprise ne fait rien pour eux. Donc, finalement, ils s'absentent. Quand ils sont au travail, ils sont pas là. Donc, ils n'arrivent pas à se concentrer, ils sont pas bien. Alors que ça, c'est quelque chose qui s'accompagne, c'est quelque chose qui se fait. Casino avait pris énormément d'avance dessus. Chez Silor, on l'avait fait aussi. C'est je fais un accord sur les salariés aidants, je leur mets à dispo assistante sociale, médecin du travail, je leur mets un numéro vert, etc. Mais je suis là pour eux. Je leur montre que je suis là pour eux parce qu'ils ont besoin de moi et que moi aussi j'ai besoin d'eux parce que j'ai besoin qu'ils soient là au boulot, qu'ils fassent du bon boulot, qu'ils soient contents d'être là. Donc du coup, c'est un moment où je dois être là. Les salariés aidants, regardez chez vous ce que vous avez fait pour designer ce truc-là. Et je vous parle pas du retour longue maladie. C'est un truc dont je pourrais vous parler pendant des heures. La perte d'un collègue, il faut que j'accélère parce qu'on a cramé le temps. C'est pareil. J'ai des endroits où quand c'est triste, c'est malheureux. Mais quand ça arrive, j'ai des entreprises. En fait, c'est là où on voit l'humanité de l'entreprise. Donc, il y a des endroits qui aménagent ces moments-là et d'autres non. Et croyez-moi, ça a un impact incroyable sur le moral des collaborateurs. Les bonnes nouvelles, de la même manière, s'il vous plaît, fêtez-les, designez-les, faites quelque chose. C'est beau la vie. Il faut fêter ces moments-là, c'est important. Je vais vite parce qu'on a cramé le temps. Les polychrones, j'ai pas le temps de vous en parler, c'est tellement dommage. Allez lire Edward T. Hall, H-A-L-L, La danse de la vie. Les polychrones sont des gens qui font plusieurs choses à la fois. C'est des gens qui peuvent avoir une vie personnelle, une vie professionnelle, un deuxième boulot, une vie associative. Ce sont des gens qui font énormément de choses et vous en avez de plus en plus. Et du coup, c'est comment vous designez l'expérience de ces gens-là, de la même manière de comment vous designez l'expérience des gens qui bossent avec ces gens-là. Parce que les monochrones ont beaucoup de mal à bosser avec les polychrones. J'ai pas le temps de vous le développer, j'en suis navré. J'espère pouvoir en parler la prochaine fois. Donc voilà le schéma pour résumer. L'expérience collaborateur vue par KPN en un schéma. On est disponible. N'hésitez pas à venir nous parler sur LinkedIn. On a un site internet kpm.fr. Vous avez mon adresse mail, vous pouvez m'écrire. J'ai été ravi d'être là. Désolé pour la coupure et je suis à votre disposition pour échanger. Merci beaucoup.